Salut les fantastiques, fantastiquement confinés, c'est Almacan. Alors aujourd'hui, vous ne verrez pas ma tête, mais seulement mes mains. Alors, je ne vais pas faire du guignol, hein, non, pas... C'est uniquement parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure est bien plus intéressant que ma trogne, voilà. Alors c'est mercredi, et comme j'ai annoncé à mes abonnés mercredi dernier, je m'engage, et tant que ma santé me le permet, à 3 choses durant cette période de confinement. La première, c'est de publier chaque jour sur Facebook et LinkedIn une œuvre de l'exposition du cabinet des curiosités. Parce que c'est vrai, vous le savez, celle-ci n'est plus visible au public depuis le 16 mars. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous le faire découvrir autrement à travers une exposition virtuelle. Donc tous les soirs, je vous poste une étrangeté. D'ailleurs, vous en voyez une ici qui n'a rien à voir avec les étrangetés du cabinet de curiosité, mais ça aurait pu en faire partie. C'est un dessin que j'ai fait hier, que m'a inspiré le confinement. C'est pas le seul, hein. Vous avez vu celui avec le Covid-69 avec le masque sur la tête, qui n'était autre qu'une culotte. Donc vous avez ce dernier dessin qui représente en fait l'enfermement dans sa maison dû au confinement, mais en même temps, nous sommes notre propre maison et c'est pas toujours facile d'en découvrir toutes les pièces. Voilà, c'est un petit peu ce que signifiait ce dessin. Alors j'en profite pour vous dire aussi que si vous n'avez pas vu ma communication sur les prix, que toute la collection est aussi disponible en poster. Voilà, c'est exceptionnel, je ne l'ai jamais fait, c'est pas quelque chose que je pratique, mais je me suis dit que ça vous permettait d'acquérir, si vous le souhaitez, des reproductions de grande qualité pour une somme vraiment modique. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment peut-être de sortir des sentiers battus pour que l'art circule, parce qu'on a besoin d'art, plus que jamais. Ensuite, je me suis engagée à donner un coup d'accélérateur sur mes podcasts de la radio des visionnaires et dès la semaine prochaine, vous pourrez écouter un nouvel épisode de Futur Possible. Assez décapant. Et puis enfin, chaque semaine, chaque mercredi, et aujourd'hui c'est mercredi, et le mercredi, c'est comme le vendredi, tout est permis, enfin les trucs en i, donc finalement il y a beaucoup de jours où c'est permis. Je vous parle d'un livre inspirant que j'ai lu. Alors je ne vous parlerai pas de livres d'anticipation, de science-fiction, parce que je vais suffisamment en faire le tour, vous savez que c'est mon dada, hein, et que je vais suffisamment en faire le tour lors de mes vidéos sur le tour du monde du futur en 80 jours. Et puis en plus, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de vous parler d'anticipation, parce que vous auriez cruellement l'impression de vivre votre présent, et que en cette période de confinement, de doute peut-être, ou de réinvention, c'était peut-être le moment de vous proposer des livres inspirants. Donc je vous parlerai d'autres sujets, de livres d'un tout autre genre, des livres spécial confinement, qui font du bien et redonnent le moral pour ceux qui sont moroses. Et en ce premier mercredi, j'ai décidé de commencer par La guérison du monde de Frédéric Lenoir. Une guérison au sens propre et figuré du terme, hein. Donc le mot était tout trouvé, vu l'époque de Covid-19 que nous vivons. Le titre s'est imposé de lui-même et je me suis dit, oui, tiens, pourquoi pas leur proposer ce livre-là. Pourquoi je vous conseille ce livre? Parce que c'est un livre qui fait du bien, et c'est aussi ce qu'on demande au livre, hein, de faire du bien. C'est un livre à la fois en deux parties, on va dire. C'est un livre dans sa première partie qui est riche sur un constat de ce qui va plus dans le monde, les crises multiples que nous vivons, et en simultané. Crise environnementale, sanitaire, politique, géopolitique, sociale, économique, etc. Et Frédéric Lenoir essaie un petit peu d'en tracer l'origine et les liens. Alors on peut toujours, hein, pour les analytiques, les fans de rapports scientifiques, moi aussi j'aime ça, hein, de rapports scientifiques, historiques, économiques, etc. On peut toujours se dire que c'est insuffisant, ou encore que le monde va tellement vite que c'est comme c'est un livre qui a été écrit et que j'ai lu d'ailleurs en 2012, que le monde a fortement évolué depuis 2012, mais en fait non, ça change rien, ça change pas l'idée de fond, celle que nous vivons une crise systémique, globale, mondiale, donc, et qu'à l'échelle de l'humanité, il est vital de se réinventer. Et dans la seconde partie du livre, qui est de loin la plus inspirante, il va relever certains
certaines pistes, voies, exemples pour améliorer, voire guérir ce monde. Donc c'est quelque chose qui vous met un cœur gros comme ça et qui est plein d'espoir. Donc c'est pour ça que je vous propose ce livre. Si vous voulez, on va le parcourir un peu rapidement, histoire que vous fassiez une idée. Alors, en avant-propos, juste, je voulais vous montrer ça, parce que c'est lui, Frédéric Lenoir, vous le connaissez, on voit souvent à ceux qui œuvrent dans le monde. J'aime bien la première phrase qui dit « Peut-on être heureux dans un monde malheureux ?» Bonne question, hein. Et je rajouterais « Peut-on être heureux dans un monde malheureux et ultra consumériste ?» That is the question. Ce qui me plaît dans ces livres de société, en fait, hein, qui sont abordés par les philosophes, de manière générale, ou en tout cas des gens sur lesquels on n'attend pas forcément ces gens-là sur les thèmes qu'il va aborder. Ce que j'aime bien, c'est que justement, ils n'ont pas cette approche qu'ont les scientifiques, ou les gens qui sont plutôt dans l'analyse, ou les experts, ting, 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 comme on dit, qui est finalement la vision des experts qui est finalement très cloisonnée. J'en parle dans mon dernier podcast sur le biomimétisme, de la nécessité de révolutionner la pensée scientifique pour la décloisonner, pour travailler dans la transdisciplinarité. Et aujourd'hui, les focus scientifiques font que finalement, la science est erronée parce qu'elle est détachée de beaucoup de choses. Et elle n'est pas transdisciplinaire, de manière générale, hein, bien entendu. Et donc ce qui me plaît justement, pour le contre-pied, ce qui me plaît dans les approches faites par des philosophes, c'est qu'ils ne vous transmettent pas de science infuse, on n'est pas dans le yaka faucon, mais ils nous interrogent, ils nous posent à nous des questions, et je trouve ça beaucoup plus évolutif et beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on va regarder, si vous voulez bien, un petit peu le détail du sommaire, en tout cas de la table des matières, pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a dans ce livre. Parce qu'effectivement, une table des matières bien faite permet, en tout cas là elle est bien faite, de vous faire une idée plus précise et de vous donner envie ou pas de le lire. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, dans un bouquin, je regarde bien sûr le titre, c'est ce qui fait tout. La couverture, des fois je peux être vraiment attachée à la couverture, et puis la table des matières. Le teasing derrière et la table des matières. La table des matières, c'est important aussi. Alors, que dit-il ? Donc, comme je vous l'ai dit, l'avant-propos est intéressant, il pose des questions de départ. Donc, il commence par une première partie qui s'intitule « La fin d'un monde ». Donc, d'accord, hein, on n'est pas sur la fin du monde, hein, on est sur la fin d'un monde. Il parle des bouleversements inédits, hein, vous voyez là, hop, 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 je me rapproche un petit peu. La fin de la ruralité, l'explosion urbaine, l'ère de la vitesse, c'est vrai qu'on est constamment en train de courir après le temps. Plus nombreux, plus vieux. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à ce fou que j'étudie avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Certains diront qu'il est un génie. Peut-être je changerai d'avis avec le temps, je ne sais pas, de Ray Kurzweil qui est l'inventeur, entre guillemets, de l'ère de la singularité et qui travaille au fait que l'humanité, bien sûr, on est d'accord, ce sera les plus riches, hein, vivent éternellement, très très vieux et éternellement. Donc imaginez le bordel, plus nombreux, et pas plus vieux, mais plus nombreux et éternels, immortels, ça serait pas cool. Donc, globalisation de l'information, mondialisation économique et financière et mondialisation des droits de l'homme. Ça, j'aime beaucoup justement l'intégration des droits de l'homme dans sa pensée, parce que effectivement, ça apporte un plus vraiment à l'analyse. Si tout rapport, quel qu'il soit, tout livre, quel qu'il soit, toute décision, quelle qu'elle soit, politique, économique, sociale, etc., elle mettait en exergue la question des droits de l'homme, on n'en serait pas là où on est. Et donc, c'est un fondamental, effectivement. Il poursuit ensuite sur le nouveau tournant de l'histoire humaine, où le temps s'accélère, etc., l'espace rétrécit. Est-ce la fin ? Alors, la révolution cérébrale, et bien entendu, c'est vrai que depuis les 10-15 dernières années, on a fait des découvertes extraordinaires sur le cerveau.
quid de l'usage maintenant. Et il y parle du déclin de l'Occident avec un point d'interrogation. Alors, de mon point de vue, il n'y a pas de déclin. Il y a une société certainement malade, un Occident certainement malade, mais il n'y a pas de déclin, il y a une transformation et finalement survivra un Occident peut-être nouveau, métamorphosé. Et bien justement, il parle par la suite des symptômes d'un monde malade, crise environnementale, crise agricole, et pas seulement, crise économique et financière, crise du politique, crise sanitaire et psychologique. Moi j'ai rajouté par la suite crise sociale. Toutes ces crises finalement, elles sont apparues à partir au grand public, je dirais, à partir de la crise financière de 2008. Avant, le grand public n'avait pas conscience de cette multiplication de crises en simultané que nous vivions. De même, la crise sociale n'était pas aussi visible, même si ça fait 40 ans que tout ça, 30 ou 40 ans que tout ça couve, même 50 ans pour certaines choses. Donc voilà. Donc on le savait déjà, il y a eu un certain nombre de lanceurs d'alerte et de rapports là-dessus, mais pour que ça vienne jusqu'aux yeux du grand public, il a fallu attendre la crise financière de 2008 pour qu'un certain nombre de dysfonctionnements de notre société occidentale et même mondiale, notre société humaine de manière générale, voit le jour. Il termine sur un changement de logique, crise systémique, impossibilité de fuite en avant, ça me plaît bien, ça donne l'occasion de créer son futur. Alors fuiront en avant ceux qui ont les moyens, donc 1% de la population, je pense qu'ils s'y préparent, avec à leur tête le mouvement transhumaniste, très certainement, et l'illusoire retour en arrière, parce qu'il y en a toujours qui vous diront « c'était mieux avant, il faudrait faire comme avant ». Non, on ne peut pas faire comme avant, le monde a changé, soyons inventifs. Et il parle, pour terminer, avant d'aborder l'aube d'une renaissance, de la révolution de la conscience humaine. Et là, c'est intéressant. Il faut savoir qu'en 2012, moi je faisais à peine en octobre mon coming out artistique, mais j'étais toujours à fond dans mon entreprise, dans l'ingénierie conseil, donc le dur. Et donc toutes ces questions de conscience humaine, ça me titillait, mais j'étais pas encore vraiment dans cette logique-là. Je me suis dit, révolution de la conscience humaine, si tu changes toi-même, tu changes le monde. Ils me font rire, c'est un peu vaporeux, tout ça, etc. Je me disais, il faut de la connaissance et de l'action, point barre. Mais en fait, j'ai heureusement évolué. Heureusement, nous sommes des humains évolutifs. Et je me suis dit que au fil du temps, que la révolution de la conscience n'était pas le point 1 de l'évolution, mais le point 0 de l'évolution, c'était la base, parce que ça ne servait à rien de mettre de la connaissance dans un cerveau qui n'a pas de conscience, dans un cerveau qui n'a pas de conscience effective, encore moins d'éthique, et tout juste une morale sélective. La morale, finalement, c'est ce qu'il y a de pire, puisqu'on est là dans le bien, dans le mal, on oppose les gens, on divise les gens, on donne des leçons. L'éthique, c'est déjà un autre niveau, et la conscience, c'est encore un niveau, j'ai envie de dire, supérieur. Je vais juste faire un petit focus sur la crise sanitaire et psychologique parce que c'est intéressant par rapport à la société malade avant d'aborder brièvement l'aube de la Renaissance. Page 92. Mais je crois que c'est juste un petit peu après. Voilà. J'aime bien le début, donc je voulais vous le partager. Dans ce début, il dit « Grippe aviaire, vache folle, sida, on ne compte plus les paniques mondiales liées à l'apparition de nouvelles maladies infectieuses. Celles-ci ont toujours existé, mais l'accroissement de la mobilité des personnes à l'échelle de la planète rend leur propagation beaucoup plus rapide. Et nul point sur le globe ne peut aujourd'hui être épargné par une pandémie. » Alors, il fallu mettre ça dans les mains de nos politiques. Alors, il rajoute, je n'insisterai pas ici sur les pathologies infectieuses, c'est vrai, c'est un autre sujet, après tout on est en plein dedans, on est en train de le vivre, mais sur celles occidentales qui deviennent, sous l'effet de la mondialisation, des pathologies planétaires. Obésité, dépression, diabète, allergie, différents types de cancers et de maladies cardiovasculaires. Toutes ces maladies sont regroupées sous la suggestive appellation maladie de civilisation. Et c'est vrai. Ce sont des maladies de civilisation. Alors quand j'entends dire, et ça me fait doucettement rire ou rire jaune,
que finalement, ouais, ce Covid, c'est pas si grave, parce que ça touche que les vieux ou les personnes déjà malades. Bah, en fait, on est tous malades. Hein. Qui n'a pas sa petite maladie, si ce n'est maladie auto-immune, son petit diabète, ou je sais pas, son hypertension, et pas seulement après 40 ans. Donc on est tous affaiblis par notre mode de vie, et finalement extrêmement vulnérables par rapport aux pandémies actuelles et futures. Ce ne seront pas, ce sera pas la seule. Alors, attaquons la suite, l'aube d'une renaissance, et là, voilà, c'est le cœur il bat fort, c'est vachement, j'aime beaucoup. C'est extrêmement inspirant, c'est un passage inspirant. Il commence par les voix et les expériences, donc on est dans des choses concrètes, de guérison au service de la terre, au service de l'humanité, au service de la personne. Et encore, je vous dis, c'était en 2012, et vous aurez des tas d'autres exemples, et tous les jours, j'ai envie de dire, grâce à ce confinement, nous avons encore des tas d'expériences à partager au service de l'humanité, de la terre, de la personne. Mon passage préféré, c'est celui de la redécouverte des valeurs universelles. C'est de loin pour moi le meilleur passage, en tout cas celui qui m'a le plus touché, où il nous parle des valeurs universelles de vérité, de justice, de respect de l'autre, de liberté, amour, beauté. Les droits de l'homme sont-ils universels? Bonne question. Déjà, si on renommait ces droits, au lieu de les appeler les droits de l'homme, les appeler... au départ, je pensais les droits des êtres humains, mais c'est pas suffisant, c'est les droits des êtres vivants, puisque nous sommes tous interdépendants, donc pas seulement les humains. Sont-ils universels? Ils devraient l'être, n'est-ce pas? Et quelle hiérarchie de valeurs? C'est une bonne question. J'aime beaucoup ce passage, c'est vraiment mon chapitre préféré, où j'ai beaucoup écrit... parce que j'aime bien écrire mes pensées par rapport à ça. J'avais noté ce mot assertivité parce qu'à l'époque, en 2012, je ne le connaissais pas. Alors, je vais vous faire profiter de ça. Je ne sais pas si vous le connaissez. Une de mes plus hautes valeurs, c'est l'altérité. Et je me suis rendu compte que l'altérité allait avec l'assertivité, mais je ne connaissais pas le mot. Alors, 187, je crois, c'est juste un petit peu après. Je vais vous lire juste le passage. Ce qu'est l'assertivité. Voilà. La règle d'or, j'adore. La règle d'or, j'adore. Et il écrit, on peut parler, à propos de la règle d'or, d'éthique de réciprocité. Ça me plaît, ça. Un psychologue états-unien, bref, un américain, Andrew Salter, a pour sa part introduit le concept d'assertivité. Le mot vient de l'anglais assertiveness, to assert, signifiant affirmer. Ce terme renvoie à la capacité d'affirmer, de dire, de défendre sa vision, sa conception du monde, ses positions sans empiéter sur celles des autres, mais en les respectant. Donc ça, c'est ça l'assertivité. Et j'ai trouvé ça fort, en tout cas ça m'a parlé. Être tolérant ne signifie pas renoncer à ses convictions personnelles, mais accepter qu'autrui puisse de bonne foi penser différemment. Bref, ce passage est intéressant aussi, le passage des valeurs est intéressant. Il y parle de réenchanter le monde, bien sûr aller sur du qualitatif, il y parle de la contre-culture et des altermondialistes, de la révolution scientifique, et Dieu sait qu'aujourd'hui que la révolution scientifique, c'est un saut quantique, a largement rejoint, voire dépassé la science-fiction. Il y termine sur la transformation de soi-même pour changer le monde, la révolution intérieure, les 3 révolutions individualistes, intéressant, et un nécessaire équilibrage. Alors moi j'avais rajouté à l'époque développer l'altérité, parce que pour moi il n'y a pas de transformation de soi ou du monde possible sans l'accueil inconditionnel de l'autre, et parce que déjà à l'époque j'observais qu'il y avait une espèce de bulle spéculative ou autre, en tout cas une espèce de bulle sur le développement personnel, et tout le monde plongeait et plonge encore dans ce domaine. Et dans tout ce qui est extrême, on va dire, dans tout engouement extrême et fort, il y a toujours une face cachée de l'histoire. Et en fait, j'observe que finalement, les personnes qui sont vraiment à fond dans le développement personnel,
et qui sont en théorie des personnes très développées, finalement sont extrêmement individualistes, extrêmement fermées dans leur bulle, et elles ne voient pas autrement l'autre que pour le sauver, pour l'aider. Et je trouve ça triste, parce que le développement personnel, pour moi, c'est un peu comme la première marche des choses. Et tant qu'on voudra du développement, les premières marches du développement humain, j'entends, et tant que l'humain, alors qu'il se croit développé, puisqu'on n'est jamais arrivé, tant que l'humain voudra sauver l'autre, ça ne pourra pas fonctionner. Pour la simple et bonne raison qu'en sauvant, on se place au-dessus. Et tant qu'on se placera au-dessus ou au-dessous ou au centre, ben, on ne sera pas en train d'évoluer. Et donc c'est la question que je me pose sur le développement personnel. Il est évident, maintenant, il est probablement aussi en évolution sur ces applications si on veut vraiment faire évoluer l'humanité. Voilà, moi, mon grand, donc pas de surhomme, pas de sous-homme, mais des êtres humains, et enfin des êtres vivants même. Et mon grand fantasme ou mon grand rêve, parce que finalement j'y travaille beaucoup, donc c'est pas un fantasme, c'est d'arriver à réunir, à unir sans uniformiser. Voilà, donc c'est un livre vraiment plein de belles valeurs, qui fait du bien, et je vous invite à le découvrir. Hein. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà lu ce livre, dites-le en commentaire ce que vous avez pensé pour éclairer les autres, ou quel passage vous avez préféré. Pour vous le procurer, c'est peut-être un peu difficile. Moi, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude d'aller chez les libraires pour me procurer les livres. Maintenant, certains ont passé le pas du numérique et du digital, donc certains libraires indépendants ont aussi un site internet, et tant mieux, donc autant les privilégier. À l'époque, j'avais payé ce livre 19,90 €, mais je vous ai mis 2 liens Amazon, non pas pour vous inciter à acheter sur Amazon, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'aller plus loin en lisant les critiques aussi des acheteurs. J'ai vu par exemple que sur Amazon, je vous ai mis 2 liens, il y a le format comme ça, broché, là aux éditions Fayard, qui est aux alentours de 14-15 € et moins si vous l'achetez d'occasion. Et puis vous l'avez aussi en format livre de poche à 2-3 €, ou encore Kindle, etc. Si vous ne préférez pas le format papier. Voilà. En tout cas, c'est un livre inspirant, et je trouve que le titre, La guérison du monde, était parfaitement adéquat pour ce livre 1 de période de confinement. Je vous souhaite de belles guérisons, une agréable lecture, une lecture pleine d'espoir, car vous savez que l'espoir est aussi extrêmement contagieux, donc allons-y. Je vous embrasse virtuellement, certes, mais chaleureusement. Et je vous dis à ce soir pour une curiosité artistique, une étrangeté, et puis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, pour d'autres aventures livresques de confinés. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou Instagram si vous le souhaitez, et si vous aimez, bien entendu, ça me donnera plus de visibilité. N'hésitez pas à partager, à commenter, et puis reprenez le pouvoir sur l'algorithme et lisez. Voilà, je vous embrasse. À très très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.